Je suis assise au bout de la table comme d'habitude. La chaise en bois est dévissée, légèrement inclinée, mais je ne me plains pas, je suis habituée. Le dîner passe dans des rires polis et du vin rouge. Patricia, la belle-mère de ma fille, raconte ses vacances à Napa Valley, sa voix mélodieuse comme si elle était enregistrée. Rachel est assise à côté d'elle, les yeux brillants, pleine de fierté. Daniel, mon gendre, est occupé à découper le poulet pour les enfants. Ethan et Sophie babillent joyeusement. Ils sont la seule raison pour laquelle je suis encore assise ici, feignant de faire partie de ce moment. Je baisse les yeux vers mon assiette, quelques morceaux de poulet froid, de la purée de pommes de terre, des haricots verts. Je mange lentement, prudemment, sans faire de bruit. Mais Patricia lâche une phrase, douce mais tranchante comme un couteau. C'est étrange, les gens qui mangent le plus sont souvent ceux qui ont le moins. Un rire s'échappe de Rachel. Daniel rit aussi, maladroitement. Je serre ma cuillère. Mais avant même que je puisse réagir, Rachel lance une remarque cinglante. « Maman, arrête, tu manges comme un cochon, tu n'as pas honte ?» Le silence tombe à la table. Personne ne prend ma défense, personne ne tente de l'arrêter. Mais ce que je fais ensuite a fait en sorte que toute la famille me regarde avec des yeux qu'ils n'oublieront jamais. « T'es-tu déjà tue parce que tu pensais ne plus avoir de voix ?» Je n'ai rien dit, je me suis juste penchée pour continuer à manger. La cuillère tremblait dans ma main. L'odeur du poulet, autrefois si agréable, ressemblait maintenant à de la cendre froide. Je ne me souviens même plus du goût, mais je l'ai avalé, parce que j'ai appris que parfois le silence était la dernière arme qu'il nous reste pour préserver un peu de dignité. Ce soir-là, après avoir lavé toute la vaisselle, je suis allée directement dans la petite chambre au sous-sol, qui était autrefois la salle de lavage. Ils appelaient Pamosa la salle de séjour secondaire quand je suis arrivée, mais personne ne s'y est jamais aventuré à part moi. La pièce ne suffisait que pour un lit simple, une étagère et un petit placard en toile. J'ai allumé la lumière, la lueur jaune pâle se posant sur la couverture soigneusement repliée que j'avais étendue depuis ce matin. Je me suis assise sur le lit en levant doucement mes chaussures. Mes orteils gonflés par une journée passée debout. Je n'ai pas soupiré, je n'ai pas pleuré, je me suis simplement sentie vide. Sur l'étagère, au-dessus du lit, il y avait un vieux cadre photo, une photo de Rachel quand elle avait 4 ans, les cheveux attachés en 2 couettes, un sourire radieux. Je gardais cette photo dans mon portefeuille quand je travaillais comme femme de ménage, pour me rappeler que tous les sacrifices avaient une raison. Mais maintenant, en regardant ses petits yeux dans l'image, je ne sais pas si cet enfant est encore vivant dans la femme assise à la tête de la table ce soir. J'ai tendu la main pour prendre mon vieux carnet en cuir où je notais ce qu'il fallait acheter, des adresses, des numéros de téléphone, quelques berceuses que j'avais écrites quand Rachel était petite. Le papier avait jauni, l'encre s'était estompée, mais quand mes doigts ont effleuré chaque page, une pensée froide et claire est entrée dans mon cœur. Je vis grâce à la pitié d'un enfant que j'ai élevé avec mon sang, ma chair et mes os. Je n'étais pas en colère. Je ne pense pas que je pourrais être en colère contre Rachel, mais la tristesse, cette chose la plus lourde au monde, pesait sur mes épaules comme un rocher. De l'autre côté, j'entendais les rires provenant du salon. Rachel, Daniel et Patricia étaient en train de grignoter de la tarte à la citrouille et de parler d'investissement. Je ne faisais pas partie de ce son. Je n'ai jamais fait partie de ce son. Je me suis levée, me dirigeant vers la vieille valise grise dans le coin de la pièce. Elle était si vieille que les poignées étaient usées, mais je l'avais gardée. Pas parce qu'elle était encore utile, mais parce que c'était la seule chose que j'avais emportée avec moi quand j'avais quitté ma dernière maison avant de venir ici. J'ai ouvert la fermeture éclair, non pas pour y mettre des affaires, mais juste pour m'assurer que, si un jour je devais partir, je ne perdrais pas de temps à chercher. À l'intérieur, tout était calme. Quelques vêtements soigneusement pliés, une boîte en bois avec des bijoux anciens et une lettre jamais envoyée. Une lettre écrite à Rachel des années avant, quand elle était à l'université. Je l'avais écrite pour féliciter ma fille pour sa première bourse, mais je n'ai jamais eu le courage de l'envoyer. J'ai refermé la valise, lentement, sans hâte, comme quelqu'un qui replie une partie de sa vie.
J'ai éteint la lumière, ne laissant que la veilleuse pâle près du lit. Avant de m'allonger, j'ai regardé une dernière fois le cadre photo. Je murmure, comme si je me parlais à moi-même, « Tu manges comme un cochon ». Je répète cette phrase, cette fois non pas pour souffrir, mais pour me purifier, pour l'arracher de moi, comme si j'enlevais une épine qui était là depuis trop longtemps. Puis je me suis allongée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas attendu quoi que ce soit. Je n'avais besoin de rien. Il y avait juste une chose dont j'étais sûre. Demain, je me lèverai encore tôt. Je préparerai encore le petit déjeuner pour les enfants. Je ferai le ménage comme d'habitude. Et personne ne mentionnera ce qui s'est passé hier soir, comme si cela n'avait jamais existé. Mais moi, je me souviendrai, parce qu'à ce moment précis, j'ai compris plus que jamais, cette maison n'a jamais été la mienne, et elle ne le sera jamais. Je n'oublie pas, même s'ils m'ont oublié, je me souviens d'eux, parce que le souvenir, bien que douloureux, est la seule façon de ne pas se perdre soi-même. Je ne pleure pas, je n'ai pas besoin de larmes pour partir. Lorsque j'ai refermé la valise, je me suis assise au bord du lit, le dos droit, les yeux fixés sur le vide devant moi. J'ai passé presque toute ma vie à devenir une mère digne de ce nom. Mais peut-être que c'est justement pour cela que j'ai oublié que j'étais aussi un être humain. Une femme avec des limites et de la dignité. Je ne sais pas où je vais. Il n'y a pas de destination précise. Mais je sais une chose, je ne vais pas attendre d'être poussée dehors comme un objet dont plus personne n'a besoin. Je vais partir, en silence, en toute conscience, et dans la posture de celle qui choisit et non de celle qu'on rejette. Je ne suis pas partie dans la nuit. J'ai attendu jusqu'au matin, comme d'habitude. Je préparais encore le petit déjeuner pour les enfants, je faisais encore le café, je rangeais encore le yaourt dans le réfrigérateur à l'endroit exact où Rachel le préfère. Personne n'a remarqué quoi que ce soit de différent. Tout était en moi calme et régulier, au point de faire croire à tout le monde que je serais là pour toujours. Mais dans mon cœur, je savais. Aujourd'hui était le dernier jour. Rachel m'a donné la liste de courses de manière mécanique en me disant « Si tu as le temps, prends aussi des cotons-tiges ». J'ai hoché la tête, j'ai plié doucement le papier pour le mettre dans ma poche, puis j'ai pris les manteaux des enfants. « On va au parc ?» ai-je demandé à Ethan. Il a hoché la tête immédiatement, comme d'habitude. Sophie a levé les bras pour être prise. Je les ai conduits dehors par la porte arrière. Le soleil du début de l'hiver était fin comme un voile. Ce n'était pas vraiment froid, mais pas assez chaud pour me faire me sentir à l'aise. Nous avons traversé le parc, passant devant les balançoires encore humides de rosée et le café où je m'étais arrêté une fois pour boire un americano lors d'un rare matin où Rachel m'avait laissé avoir une pause. Je ne pensais pas que je partais. Je marchais simplement hors d'une maison à laquelle je n'avais jamais vraiment été invitée. Nous sommes restés plus longtemps que d'habitude au parc. Ethan courait autour du terrain de jeu, tandis que Sophie s'était endormie dans sa poussette, serrant son petit jouet en forme de renard jaune. Je me suis assise sur un banc, sous un chêne, regardant le chemin de terre rouge serpentant vers la rue. Chaque feuille tombée semblait un soupir venant du ciel. Je ne me sentais pas en train de partir. Je me sentais comme si je retournais quelque part. Lorsque je me suis levée pour ramener les enfants, j'ai vu, de l'autre côté de la rue, une silhouette se courbant et trébuchant sur le trottoir. C'était une femme âgée, de petite taille, avec des cheveux blancs attachés en chignon. Elle portait un sac en toile lourd qui semblait lui échapper, et quelques oranges roulèrent dans la rue. Sans réfléchir, j'ai pris Sophie dans mes bras et j'ai attrapé la main d'Ethan pour courir à travers la rue. « Doucement, ne te penche pas trop bas », ai-je dit doucement en prenant la main de la femme. Elle m'a regardé, ses yeux remplis de surprise et de gratitude. « Merci, vraiment merci. Ce poignet, il est vieux, il ne m'obéit plus », a-t-elle dit, à moitié en plaisantant, à moitié fatiguée. Je lui ai pris le sac et ai demandé à Ethan de ramasser les oranges. Il a hoché la tête et s'est empressé de le faire comme toujours. « Je vis près d'ici, » dit-elle en se frottant le poignet. « Si tu n'es pas pressé, veux-tu m'accompagner un moment ?» Je regardai les enfants, puis la femme.
Il n'y avait aucune raison de refuser. Et plus encore, j'avais l'impression que l'univers venait de m'envoyer un signe. La maison de la femme se trouvait au bout de la rue. Elle était bien plus petite que celle où je vivais avec Rachel, mais elle était lumineuse et chaleureuse d'une manière propre à elle. La façade était décorée de pots de géranium rouge et de pierres empilées soigneusement de chaque côté de l'escalier. « Je m'appelle Evelyne, » dit-elle en ouvrant la porte. « Tu peux m'appeler Evie si tu veux. » À l'intérieur, l'atmosphère était simple. Un vieux canapé propre, une table en chêne avec quelques éraflures et des murs couverts de petites photos, pas en harmonie mais pleines d'âme. Dans un coin se trouvait un piano recouvert d'une nappe en dentelle. Une légère odeur de pain fraîchement cuit flottait dans l'air. « Je vis seule, » dit-elle. « Depuis que ma fille est partie dans le nord avec son mari, mes yeux ne voient donc plus bien, mes mains tremblent. Tout devient plus difficile. » Je l'ai aidée à poser les oranges sur l'étagère. Sophie était réveillée et jouait par terre avec des billes en verre dans une vieille boîte en bois qu'Evelyne avait ressortie. Ethan observait les tableaux avec curiosité, posant des questions à Evie. Elle m'a servi une tasse de thé à la menthe chaude, sans sucre. Nous nous sommes assises près de la fenêtre et avons parlé tranquillement. Je ne lui ai pas raconté toute mon histoire. Je lui ai juste dit que je cherchais un peu de paix. Elle n'a pas posé plus de questions. Elle a simplement hoché la tête. Puis, après un long silence confortable, elle a dit « Si cela ne te dérange pas, viendrais-tu ici quelques heures chaque jour, m'aider avec quelques petites tâches, manger avec moi, jouer avec les enfants? Je n'ai pas beaucoup à offrir, mais j'ai une chambre libre, propre et tranquille. » Je l'ai regardée. Dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni jugement, juste une invitation, simple et sincère. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela. Je ne suis pas commandée, je ne suis pas poussée. On m'invite. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé par la fenêtre où la lumière du soir était devenue plus douce, déposant une lueur dorée sur le rebord de la fenêtre. Les enfants jouaient encore par terre. Leur rire doux résonnait dans cette vieille maison chaleureuse. Il n'y avait pas de télé, pas de parfum cher, pas de regard condescendant, juste la vapeur du thé et une vieille main posée doucement sur le bras du fauteuil, attendant sans insister. J'ai hoché la tête, lentement, décisivement. « Je reviendrai, » ai-je dit, « si tu ne vois pas de problème à avoir un inconnu dans ta maison. » Evelyne a souri, un sourire qui a fait plisser tout son visage comme un tissu plié, mais plein de bienveillance. « Tu n'es pas un inconnu, Margaret. Les gens bons ne sont jamais des inconnus chez moi. » Je ne me souviens pas comment je suis rentrée chez Rachel. J'ai emmené les enfants au magasin comme d'habitude, acheté tout ce qui était sur la liste, y compris les cotons-tiges. J'ai préparé le dîner comme si rien n'avait changé. Rachel a complimenté la soupe comme une formalité. Daniel n'a pas levé les yeux de son téléphone. Les enfants parlaient d'Evie comme d'un événement anodin. Je les ai écoutés. J'ai souri doucement. J'ai lavé la vaisselle. Cette nuit-là, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai ouvert la valise une fois de plus. Mais pas pour être sûre, mais pour commencer à y ranger mes affaires. J'ai pris seulement ce qui était nécessaire. Des papiers, 2 ensembles de vêtements simples, mon carnet marron et le vieux cadre photo. J'ai enveloppé le tout dans l'écharpe en laine de ma mère. Elle sentait encore la lavande. Je n'ai laissé aucun message, pas de larmes. Personne ne dira que je suis disparue. J'ai réglé mon réveil plus tôt que d'habitude. Avant que la première lumière du jour ne passe à travers les rideaux, j'étais déjà partie de cette maison, discrètement comme une brise légère. Personne ne m'a vue, mais tout le monde a ressenti mon absence. Je me suis dirigée vers la petite rue avec les géraniums rouges. La porte en bois était déjà ouverte. Et là, au milieu de la cour tranquille et de l'odeur du pain, se trouvait une chambre vide qui m'attendait. Non pas parce que je suis quelqu'un, mais simplement parce que je mérite d'avoir un endroit où respirer. Je ne compte plus les jours depuis que je suis partie de chez Rachel. Le temps passe différemment dans la maison d'Evelyne, plus lentement, plus sereinement, sans l'urgence des pas précipités dans l'ancienne maison. Je me réveille tôt, je fais du jardinage avec elle, je grille du pain, je plie des vêtements, et parfois,
je me contente de m'asseoir près de la fenêtre, regardant la lumière changer sur le toit de la maison voisine. Evelyne raconte ses souvenirs de jeunesse, les manifestations auxquelles elle a participé, son mari décédé, sa fille maintenant à Boston. Aucune histoire grandiose, mais toutes sont chaleureuses, comme sa main sur mon épaule à chaque fois qu'elle passait à côté. Je pense que je commence à guérir. Pas complètement, mais assez pour respirer normalement. Ce matin-là, comme tous les matins, je viens de finir d'étendre une série de serviettes dans le jardin arrière, glissant mes mains dans les poches de mon tablier pour en sortir le dernier cintre, quand j'ai entendu un léger coup à la porte. Ce n'était ni un adulte ni un livreur, c'était un bruit timide, comme si quelqu'un n'était pas sûr d'avoir le droit de frapper. Je suis allé vers l'avant. Dès que j'ai ouvert la porte, je suis resté sans voix. Là, debout, était Ethan, mon petit-fils, avec son sac à dos en forme de dinosaure, déjà usé, et des baskets pleines de poussière. Ses cheveux étaient un peu en bataille, ses joues rouges à cause du soleil, et la sueur coulait en petites gouttes sous son menton. Mais ses yeux brillaient, grands, pleins d'attente. « Grand-mère » chuchota-t-il, comme si en parlant trop fort, ce miracle allait disparaître. « Je suis parti en douce, je suis venu te voir. » Je me suis agenouillé et l'ai serré très fort. Son petit corps tremblait encore légèrement, comme si le voyage jusqu'ici était une traversée de frontières, franchissant des limites que les adultes ont établies par le silence et la douleur. « Comment es-tu arrivé ici ?» demandai-je, en essayant de garder ma voix aussi douce que possible. « J'ai suivi le gars qui vend du pain. Quand j'ai vu la rue avec les arbres hauts, je me suis dit que c'était là, » dit Ethan sans me quitter des yeux. « Tu me manques, grand-mère. À la maison, maman pleure tout le temps. Papa crie quand je renverse de l'eau. Sophie ne dort plus la nuit. Je ne savais pas si je devais le serrer plus fort ou le laisser pour bien voir son visage. Ce visage qui était une partie de moi, la partie que je n'avais pas imaginé revenir. « Tu as faim ?» demandai-je. Il hocha la tête. Je l'ai emmené à l'intérieur. Evelyne se tenait déjà dans l'embrasure de la porte, le chiffon toujours en main. Elle n'a rien demandé. Elle s'est simplement reculée dans la pièce pour préparer de l'eau et du pain. Je me suis assise à côté d'Ethan à la table, versant du lait chaud dans un verre pour lui. Ma main effleura doucement son dos et il ne s'éloigna pas. « Je veux juste te voir. Je reviendrai, je te le promets, » dit-il dans un murmure. « Je veux juste savoir que tu es toujours là, pas comme disparu pour toujours. » Je me suis penchée pour embrasser sa tête. « Je serai toujours là, Ethan, chaque fois que tu en auras besoin. Je ne sais pas ce que cette rencontre va apporter, mais je sais une chose. Lorsqu'un enfant est assez courageux pour traverser la ville pour vous trouver, alors on ne peut pas prendre cet amour à la légère. Je savais que Rachel arriverait. Une mère sait toujours quand la tempête se rapproche, même lorsque le ciel est encore bleu. Et c'était bien cela. Moins d'une heure après, j'ai entendu les freins du véhicule devant la porte. La portière se referma, puis le bruit des talons familiers. Ce n'était ni rapide ni lent. C'était le pas d'une personne qui ne savait pas si elle était en colère, effrayée ou simplement hors de contrôle. J'ai ouvert la porte avant que Rachel n'ait le temps de frapper. Elle était là, les cheveux attachés à la hâte, le rouge à lèvres effacé, le regard perturbé sous un visage qui essayait de rester calme. « Est-ce qu'elle est ici ?» demanda-t-elle sans détour. « Oui », répondis-je, me déplaçant sur le côté pour révéler Ethan, assis dans la cuisine avec Evelyne. La tête baissée, les mains serrées autour d'un verre de lait. Rachel souffla bruyamment, serrant les anses de son sac à main, comme si elle allait le briser. « J'ai appelé la police, tu sais ? Je pensais qu'il avait été enlevé. J'ai complètement paniqué. Parce que tu ne savais pas où il irait, répondis-je, d'une voix calme et posée. Juste la vérité. Maman, tu ne peux pas toujours t'immiscer à chaque fois qu'il y a un problème chez nous, répliqua Rachel. On doit reconstruire. Tu as décidé de partir, alors laisse-nous tranquilles. Je la regardai droit dans les yeux, ces yeux dans lesquels j'avais mis tous mes espoirs quand j'étais jeune.
À présent, ils étaient un froid, capable de trancher à travers les regrets. « Je ne viens pas. Ton enfant est celui qui est venu vers moi, dis-je. Et si un enfant de 6 ans peut traverser la rue juste pour s'asseoir auprès de celui qui l'a bercé, alors peut-être que tu devrais te demander pourquoi il ne l'a pas fait avec toi. » Ce n'était pas un coup bas, c'était une rupture. Rachel baissa la tête. Pour la première fois, elle ne répondit pas immédiatement. Rachel entra sans demander la permission, sans que je l'invite. Elle attrapa Ethan par la main et le tira pour qu'il se lève. Il ne résista pas, mais il ne suivit pas tout de suite. Ses petites jambes semblaient ancrées au sol. « On y va ?» dit Rachel, essayant de garder une voix calme. Ethan me regarda. Dans ses yeux, il y avait une hésitation qu'aucun enfant ne devrait avoir entre l'amour et le devoir, entre celui qui l'avait bercé et celui qui l'avait mis au monde. « Tu reviendras, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, à peine audible pour sa mère. Je me penchai pour caresser ses cheveux éparpillés. « Je suis là, » dis-je. « Je ne pars pas. Quand tu auras besoin, tu viendras. Je serai toujours là. » Rachel se tourna et, d'un regard, semblait vouloir dire quelque chose, mais se retint. Peut-être de la fatigue, peut-être de la douleur, peut-être un peu de regret, mais elle ne parvint pas à le dire. Elle serra la main d'Ethan, sortit sans un mot de plus. Je ne la suivis pas. Quand la voiture démarra, Ethan se tourna et me regarda à travers la vitre. Dans un instant bref, il leva la main, pas pour saluer, mais pour ouvrir la paume, la poser contre le verre, comme s'il voulait conserver mon image dans cette petite main. Je ne pleurai pas, je ne fis pas de signe de la main. Je restai là, les mains posées sur la poitrine, ressentant mon cœur battre lentement. Pas à cause de la colère, pas à cause de la douleur, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je savais que j'avais laissé quelque chose de réel derrière moi, pas dans une maison, mais dans un cœur. Je pensais qu'après cette rencontre, tout se calmerait. Mais seulement 3 jours plus tard, Evelyne entra dans la cuisine portant une enveloppe jaune pâle, son visage trahissant une certaine inquiétude. « Ça m'a été remis en main propre. On m'a dit que c'était de la part de la famille de ta fille, » dit-elle, posant l'enveloppe sur la table. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et regardai le nom écrit à la main sur l'enveloppe, « Margaret Whitmore ». Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, pas de message joint, juste un petit objet mince contenant quelque chose que je savais, qui ne pouvait pas être des excuses. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait une feuille imprimée, sans signature, sans date. Les mots étaient courts, glacials et clairs comme une lame de couteau. L'histoire de vous n'est pas la seule vérité. Ceux qui savent se taire savent aussi raconter au bon moment. Ne vous imaginez pas être la victime. Je m'assis, sentant comme si quelqu'un venait de tirer violemment ma chaise. L'écriture était clairement celle d'une personne instruite. Ce n'était pas Rachel. Ce n'était pas Daniel. Je n'avais pas besoin de deviner longtemps. Patricia, je n'avais pas peur, mais je voyais clairement leur intention. Ils ne voulaient pas que je disparaisse. Ils voulaient que je sois effacée. Ils voulaient que mon histoire ne soit plus qu'un murmure insignifiant, enterré sous l'apparence parfaite d'une famille modèle. Evelyne me regardait depuis l'évier. « Tu veux que j'appelle quelqu'un ?» demanda-t-elle doucement. Je secouai la tête. « Non, mais j'ai besoin de sortir un peu. » Ce soir-là, je mis mon manteau, pris mon sac à main et marchai jusqu'à la papeterie au bout de la rue. L'endroit où je faisais imprimer les livrets de chant pour l'église il y a plusieurs années. Je m'assis à une table et écrivis une lettre. Une seule fois, sans effacer, sans réécrire. Je n'ai besoin de personne pour me croire, mais je ne permettrai pas à quiconque de réécrire ma vie comme si je n'avais jamais existé. Je pliai la lettre soigneusement, la mis dans une enveloppe blanche et écrivis l'adresse Rachel Whitmore, 1872 Calle Verde. Je ne l'envoyai pas par la poste. Je la portai directement à sa maison. Je n'ai pas sonné. Je n'ai pas laissé de message. Je l'ai simplement glissé dans la fente de la boîte aux lettres, puis je me suis retournée, marchant comme une femme qui n'a plus rien à prouver et plus rien à cacher. Je ne m'attendais pas à une réponse à cette lettre.
Je l'ai écrite non pas pour recevoir une réponse, mais pour affirmer une chose. Je suis toujours là avec ma propre vérité. Et si quelqu'un veut m'effacer, ils devront le faire pendant que je suis debout, et non pas quand je baisse la tête. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que la première à venir ne serait pas Patricia, ni Rachel, mais Daniel. Il était venu un vendredi après-midi, alors que je ramassais des feuilles mortes dehors avec Evelyne. Le SUV argenté s'arrêta à quelques mètres de la porte, silencieux comme une personne, hésitant à frapper ou à faire demi-tour. Je l'ai reconnu dès que j'ai vu sa silhouette grande et sa chemise, dont la cravate était attachée de travers, pas à cause de la précipitation, mais de la fatigue. Daniel n'avait pas de cadeau ni de mots doux, juste un petit sac en toile et un regard qui n'était plus aussi arrogant qu'avant. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, touchant doucement la porte. Je hochai la tête et ouvris la porte. Evelyne me regarda sans rien dire, acquiesçant légèrement avant de se retirer à l'intérieur de la maison. Daniel se tenait dans l'entrée, ne s'asseyant pas. La lumière du soir traversait les arbres, projetant un faisceau sur une moitié de son visage. Il y avait quelque chose de plus vieux, de plus fatigué. Il n'était plus l'homme qui contrôlait les tableaux Excel et maintenait son calme à chaque dîner. « Rachel va bien ?» demandai-je, juste pour briser le silence. « Non ?» répondit-il. « Toute la famille ne va pas bien, depuis que maman est partie. » Je fus surprise, pas par la réponse, mais par la manière dont il dit « maman ». Maman. Court, doux, et avec quelque chose qui ressemblait à de la vérité. Les enfants ne dorment pas à l'heure. Rachel est de plus en plus irritable. Patricia... Enfin, tu sais, tout le monde fait semblant que tout va bien, mais... Daniel souffla, sortant un paquet de papier plié en 4. Je ne suis pas là pour te demander de revenir. Je ne suis pas ici pour défendre ma femme. Mais je pense que... il y a des choses qu'on ne peut pas nier indéfiniment. Il posa le paquet de papier sur la table en bois où Evelyne et moi prenions notre thé du matin. Je l'ouvris, c'était un document d'autorisation, me permettant de récupérer et de prendre soin d'Ethan et de Sophie chaque fois que nécessaire. Aucune date limite, aucune condition. On ne sait pas quand tout sera sous contrôle, mais si jamais c'est le cas, tu es la seule à qui les enfants font confiance. Daniel n'attendit pas ma réponse. Il n'attendit pas non plus mon pardon. Il acquiesça simplement, comme pour confirmer que ce qu'il venait de dire était la vérité, puis se tourna et s'éloigna. Je restai là, immobile. Le vent soufflait doucement sur l'entrée, faisant trembler les papiers. Une autorisation, petite sur le papier, mais portant une vérité que je pensais jamais voir acceptée. Je n'ai jamais été invisible. Je souris légèrement, sans cruauté, sans mépris. C'était juste un sourire de quelqu'un qui a vu la vérité. Même la personne la plus arrogante, lorsqu'elle perd ce qu'elle méprisait, apprend à le nommer d'une autre manière. « Merci de m'avoir appelé, » répondis-je. « Et je suis toujours ici. Mais pas pour réparer l'ancienne maison, juste pour garder ce qui n'est pas encore complètement brisé. » Patricia ne répondit pas. Elle raccrocha. Pas de salut, pas d'excuses. Et moi, je restais là, mon aiguille de broderie toujours dans la main, continuant silencieusement ma couture inachevée. Mais maintenant, l'aiguille allait plus droit, plus régulière, parce que je savais, quand Patricia elle-même a reconnu le vide de la maison sans moi, cela signifiait que ils avaient commencé à entendre le silence de l'endroit où je me tenais autrefois. Le matin suivant, lorsque je sortis pour arroser les plantes, il y avait un journal posé devant la porte. Evelyne ne s'abonnait pas à un journal papier. Les voisins non plus n'avaient donc pas l'habitude de laisser des choses chez les autres. Je me penchai pour le ramasser. Un journal local, The New Mexico Tribune. La première page parlait d'économie comme d'habitude, mais dans le coin inférieur gauche, il y avait un petit titre en italique en gras. La femme anonyme derrière un patrimoine de millions de dollars, l'histoire jamais racontée. Je fus un instant surprise. Je tournai la 3e page. Et puis, je vis mon nom. Pas complet, pas de photo, mais assez pour reconnaître.
Une source a confirmé qu'une partie de l'immobilier d'une valeur de plus de 2,4 millions de dollars avait été transférée légalement à une personne qui avait longtemps veillé et accompagné l'architecte décédé Edward Mallory. Le bénéficiaire refuse de révéler son identité, laissant seulement un message « Je n'ai fait que ce qui était juste », comme tout le monde devrait le faire. Je m'assis sur le banc, en bois du porche, le journal toujours dans les mains. Je me sentis soudainement légère. Je me souvins de M. Mallory, le dernier propriétaire que j'avais soigné avant sa mort. Un homme taciturne, distrait, mais qui me remerciait chaque matin d'un regard lorsque je lui versais son thé. Je n'avais jamais pensé être aussi importante pour lui. Je ne lui ai jamais demandé. Et lui non plus ne m'a jamais rien promis. Mais maintenant je comprends. Parfois la gentillesse n'a pas besoin d'applaudissements. Il suffit qu'elle laisse une trace, et un jour, sans que personne ne s'y attende, elle s'exprimera à sa manière. Je n'avais pas besoin d'être sur la couverture des journaux. Je n'avais pas besoin de titres, mais la vérité finit toujours par trouver son chemin. Je pliai le journal et le posai sur la table. Dans ma tête, j'entendis la voix de Patricia. Ceux qui savent se taire savent aussi raconter au bon moment. Oui, et parfois, celui qui raconte n'a même pas besoin de prononcer un seul mot. Je reçus une invitation pour un anniversaire un matin de septembre, lorsque la chaleur commençait à se calmer et que l'air devenait froid et doux, comme je l'avais toujours aimé. L'enveloppe était soigneusement placée devant la porte, entre les pots de géranium que Evelyne et moi venions de rempoter la semaine précédente. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, pas de timbre, juste une petite enveloppe jaune pâle avec un message écrit à la main au crayon. Para la abuela. Pour la grand-mère, je la pris, sans me presser de l'ouvrir. Je rentrai à l'intérieur, me préparai une tasse de thé à la menthe et m'assis sur la chaise en bois près de la fenêtre, là où la lumière était la plus douce le matin. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte faite main. La couverture était dessinée au crayon de couleur, représentant un gâteau d'anniversaire légèrement de travers, 3 bougies penchées et 3 personnes, un garçon, une fille et une femme aux cheveux blancs tenant les 2 enfants. En dessous, il y avait cette inscription. « J'espère que tu viens. Moi aussi. Ethan et Sophie. » Il n'y avait pas de signature de Rachel, pas de mots des adultes, mais je savais que ce n'étaient pas les enfants qui avaient envoyé cette carte. Je posai la carte sur la table, restant silencieuse pendant un long moment. Les émotions étaient à flou, ni joyeuses ni tristes, juste quelque chose de très calme, de très réel, comme le vent soufflant à travers les feuilles. Je ne savais pas si je devais y aller. J'étais partie de cette maison avec toute la douleur et la fierté. J'avais appris à vivre sans attendre d'excuses. Et maintenant, lorsque la vie me ramenait doucement, je me demandais, suis-je assez forte pour revenir? Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que je le veux? Evelyne s'assit à côté de moi, me tendant un morceau de gâteau fraîchement sorti du four. « Va, si tu sens que cela t'apporte la paix. Ne pars pas pour recevoir des remerciements. Ne pars pas pour pardonner. Pars, si tu aimes encore. » Je hochai la tête, silencieusement. Je ne répondis pas, mais au fond de moi, une voix commença à se faire entendre. Je ne partirai pas pour eux, je partirai pour les enfants qui continuent à m'appeler grand-mère. Je suis arrivée à 16 heures, exactement à l'heure indiquée sur la carte. Ni trop tôt pour gêner qui que ce soit, ni trop tard pour être la dernière arrivée. La maison avait l'air de celle que j'avais quittée pour la dernière fois. Mais ce n'était pas tout à fait pareil. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Je frappai doucement. Des pas précipités se firent entendre de l'intérieur. Rachel ouvrit la porte. Elle portait une robe beige clair, les cheveux lâchés, sans maquillage, sans parfum. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, je vis ma fille ne tenter de plaire à personne, ni aux invités, ni à sa belle-mère, ni à elle-même. Nous nous regardâmes un moment. Personne ne dit rien. Puis Rachel s'écarta silencieusement, me laissant passer. Je rentrai. L'air dans la maison sentait le gâteau fraîchement cuit et les ballons. Le bruit des enfants remplissait la pièce. Je ne vis pas Patricia. Je ne vis pas Daniel.
juste les 2 enfants qui couraient envers moi. « Grand-mère » cria Ethan en me serrant dans ses bras. Sophie le suivait, me tendant un autre dessin. Cette fois, il représentait une grand-mère, soufflant des bougies avec ses 2 petits-enfants. Je les pris tous les 2 dans mes bras, sentant mon cœur ralentir d'une manière douce. Pas de douleur, pas de gêne, juste un apaisement. Comme lorsque l'on touche un endroit qui était autrefois meurtri et que l'on réalise, il est un guéri sans même que l'on sache quand. Rachel se tenait près de la table. Sur la table, il y avait un gâteau rond, recouvert de crème blanche décorée de framboises. Elle alluma 3 bougies et me demanda doucement « Maman, tu veux bien souffler les bougies pour moi ?» La question fut posée aussi légère que le vent, mais je savais qu'elle portait quelque chose qui n'avait jamais été dit à voix haute. Je m'avançai, Ethan et Sophie me prirent par les mains. Rachel sortit un appareil photo, mais ne le leva pas tout de suite. Elle me regarda, cette fois, sans éviter mon regard. Je me penchai et soufflai sur les 3 petites bougies. Les flammes s'éteignirent. La pièce se figea un instant, puis éclata en applaudissements des 2 enfants, comme si c'était le moment le plus heureux de leur vie. Peut-être, c'était réellement ce moment. Mais j'ai aimé mon enfant de tout ce qu'une femme sans rien peut offrir. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'on me qualifie de bonne mère. J'ai juste besoin de vivre. Comme une femme qui a choisi de ne plus se taire. Evelyne s'assit à côté de moi sans rien dire, versant simplement plus de thé dans ma tasse. Je souris, pas d'applaudissements, pas de musique en fond. Personne n'est venu s'excuser ou verser de larmes. C'était juste moi, encore en vie, encore en train d'écrire. Et cette fois, j'écrivais pour moi-même. Toutes les douleurs ne doivent pas être validées par les autres pour guérir. Et ce n'est pas parce que quelqu'un revient que c'est par amour. Parfois, c'est juste parce qu'ils réalisent. Après t'avoir perdu, ils n'ont plus rien de solide sur lequel s'appuyer. Margaret nous a appris une chose simple mais profonde. Partir n'est pas abandonner. Le silence n'est pas de la faiblesse. Et réécrire sa propre vie à n'importe quel âge est toujours un droit, avec bienveillance, sagesse et fierté. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'à la fin. Si vous vous retrouvez dans Margaret, abonnez-vous à la chaîne She Stories, où nous racontons des histoires réelles de personnes qui semblaient oubliées, mais qui sont en réalité le pilier d'une génération entière. Vous voulez entendre d'autres histoires? Laissez un commentaire avec le numéro correspondant sous la vidéo. Sur le fils qui m'a trahi, commentez le numéro 1. Sur la fille qui traite sa mère avec cruauté, commentez le numéro 2. Sur la belle-fille qui me traite comme une étrangère, commentez le numéro 3, prendre toute ma fortune, commentez le numéro 4. Nous sommes toujours là pour raconter à votre place ce que vous avez trop longtemps gardé en silence. She Stories. Parce que chaque femme mérite une fin de chapitre belle et digne. Ceci est une histoire fictive qui n'a pas pour but d'offenser ou de cibler qui que ce soit. Elle est créée uniquement pour transmettre une leçon significative aux spectateurs et tous les noms des personnages sont entièrement fictifs.